suivante. Parmi les obligations dans un contrat de vente, les obligations du vendeur, c'est-à-dire du fournisseur, c'est la délivrance de la chose vendue. Elle est écrite noir sur blanc au niveau d'un article, au niveau du code du commerce. Quand il y a naissance d'une relation de vente entre un fournisseur et un client, parmi les obligations du vendeur ou bien du fournisseur, c'est la délivrance de la chose vendue. Et vous savez la différence entre la délivrance et la livraison. Parce que la loi, elle ne dit pas la livraison. La livraison, c'est quoi? C'est quoi la différence entre livraison et délivrance? Eh bien, la délivrance, qui est une règle de droit, le vendeur, il n'a pas l'obligation d'acheminer la marchandise vers les locaux du client. Il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé d'acheminer, c'est-à-dire de transporter la marchandise vers le client. Il est obligé surtout, seulement, de mettre à disposition du client cette chose vendue, c'est-à-dire ouvrir le magasin et lui permettre de prendre sa chose. Et donc là, le client, il est obligé de prendre sa chose vendue à sa charge et par ses propres moyens ou bien en utilisant un transporteur. Mais est-ce que c'est toujours le cas? Non. Est-ce que c'est toujours le cas? Le client, il prend la marchandise des locaux, il récupère la marchandise des locaux du fournisseur. Non. Des fois, on achète, je vous donne un exemple, des fois, je suis un particulier, j'achète une télévision ou bien un téléviseur ou bien un réfrigérateur d'un supermarché et on me livre le réfrigérateur à mon domicile en me disant au niveau du contrat, livraison à domicile. Vous voyez, on s'est mis d'accord pour changer cette règle de droit commercial. Est-ce que c'est interdit? Non. C'est pas interdit parce qu'il s'agit d'une règle supplétive ou interprétative. C'est-à-dire, ce n'est pas une règle impérative, c'est juste une règle supplétive ou interprétative, c'est-à-dire, autrement dit, elle donne la possibilité aux deux parties contractantes de changer cette règle de droit, mais par consentement et par volonté et par accord mutuel. C'est-à-dire, ils se mettent d'accord mutuellement et ils écrivent ça et ils le choisissent par contrat. C'est-à-dire, ils le choisissent et l'écrivent sur le contrat de vente. Ils écrivent par exemple sur le contrat de vente que Monsieur X a vendu à Monsieur Y la chose, par exemple le réfrigérateur, à un prix et parmi le mode de livraison qui a été fixé, c'est le mode de livraison à domicile gratuitement, bien le transport franco. Donc là, on peut quand même déroger à la règle commerciale qui dit que le fournisseur a l'obligation seulement de délivrance et non pas de livraison de marchandises. Est-ce qu'il y a une question, messieurs, dames? Avant de passer à autre chose. Y a-t-il une question? Non. Je ne sais pas si donc le flux, toujours, mon flux d'informations, est-ce qu'il suit un rythme dans lequel vous vous trouvez ou c'est un rythme un peu accéléré? Je termine comme ça? Je continue comme ça? En utilisant ce rythme? Oui. Très bien, parce que je crains à ce que mon rythme soit un peu un rythme qui va plus vite. Très bien. On va essayer de voir maintenant comment ou bien pourquoi on doit respecter à la lettre les règles impératives. Pourquoi on doit respecter, ou bien pourquoi respectons les règles impératives à la lettre? Pourquoi, à votre avis? Pour ne pas être sanctionné.
pour ne pas être objet d'une sanction étatique exactement. Et donc, l'autorité publique, il est autorisé de sanctionner le non-respect de la règle de droit. Quand on est dans la situation de non-respect de la règle de droit, on tombe exactement dans ce qu'on appelle le fait d'être passible à une sanction. Et donc la sanction, comme notion de sanction, en principe, la règle de droit est assortie d'une sanction, c'est-à-dire elle est associée à une sanction. Toutes les règles de droit sont associées à une sanction, surtout les règles impératives et les règles impératives et les règles de droit commun. Et donc, au cas où il serait transgressé, c'est-à-dire n'est pas observé, n'est pas respecté, la sanction prévue permet d'en garantir le respect. Si je passe en tant qu'automobiliste quand le feu est rouge, je suis passible à une sanction. Et donc, la prochaine fois, je ne passerai pas quand le feu est rouge. Tout simplement, pourquoi je respecte la deuxième fois la règle de droit? Parce que j'ai peur de ne pas subir la deuxième sanction que j'ai subie il y a au niveau du passé. Quant aux différents types de sanctions, on trouve les sanctions civiles ou bien les sanctions pénales, donc les sanctions rendues par le juge. On trouve soit les sanctions civiles, soit les sanctions pénales. Pour les sanctions civiles, elles sont réparties en deux catégories. Celles qui sont destinées à assurer la réparation et celles qui engendrent une contrainte. Celles qui sont destinées à assurer une réparation, ils sont, par exemple, la réparation, c'est la nullité des actes juridiques viciés. La nullité des actes juridiques viciés. Par exemple, dans un code du travail, donc le code du travail, il présente quand même un article dans lequel il dit que pour un salarié qui signe un contrat de travail avec une entreprise pour une durée déterminée de moins d'une année, ou bien d'une année et plus, la période d'essai ne doit pas dépasser un mois. Je répète, pour un contrat de travail signé entre un salarié et une entreprise, pour une durée déterminée d'une année et plus, la période d'essai ne doit pas dépasser un mois. Imaginez, je suis un salarié, j'ai signé un contrat avec une entreprise, un contrat de travail, dans lequel c'est un contrat à durée déterminée d'une année et plus, par exemple de 14 mois, dans lequel il y a un article qui stipule que la période d'essai est de 3 mois. Est-ce que cet article il est valide? Est-ce qu'il est valide? Non. Il n'est pas valide parce que, oui, donc il est nul. Il est nul ou bien il est considéré non écrit. Il est considéré comme non écrit, c'est-à-dire il est nul. Pourquoi? Parce que c'est une sanction civile. C'est une sanction. C'est-à-dire, dans le cas où je signe un contrat à durée déterminée d'une année et plus, le contrat il ne doit pas contenir une clause de période d'essai qui dépasse un mois, sous peine de nullité. Sous peine de nullité. C'est-à-dire, s'il y a cette clause, elle est réputée nulle ou bien non écrite. C'est ce qu'on appelle la nullité des actes juridiques viciés. Pour les dommages et intérêts, par exemple, vous savez ce que ça veut dire les dommages et intérêts? Quand par exemple une partie participe à créer un préjudice ou bien fait subir une autre partie un préjudice,
Et donc, la partie qui participe à ce préjudice est sanctionnée par la réparation, c'est-à-dire par le versement d'une indemnité qui s'appelle dommages et intérêts, c'est-à-dire pour le dédommagement. Pour le dédommagement de la partie ou bien de la personne qui a subi un préjudice, le juge, donc, il rend une sanction de réparation, c'est-à-dire de dommages et intérêts. Autrement dit, par exemple, vous avez, par exemple, participé volontairement ou involontairement à casser, par exemple, le vitre des fenêtres d'une maison. Et donc ici, la sanction, c'est quoi? La sanction, c'est quoi? C'est verser des indemnités. Exactement. Donc, indemniser le propriétaire de cet appartement, l'indemniser, c'est-à-dire lui verser ce qu'on appelle les dommages et intérêts pour dédommager son préjudice. Pour dédommager son préjudice. Donc, c'est la réparation. On oblige à réparer donc, par le versement des dommages et intérêts. On peut également être sanctionné, toujours dans les sanctions civiles, par la contrainte. Il existe deux types de contraintes. Donc, la contrainte directe. Par exemple, moi, je suis locataire dans un appartement que je loue, et que je n'ai pas payé la mensualité pendant un certain moment. Ou bien je refuse de payer la mensualité ou bien le loyer, la location, pendant un certain moment. Est-ce que je peux rester jusqu'à l'infini comme ça? Ou bien est-ce que cette situation peut perdurer? Non. Bien sûr que non, parce que Non. il y a une contrainte directe. C'est-à-dire, le propriétaire de l'appartement, il peut quand même avoir intenté une action en justice, et le juge, il va vous obliger de sortir, bien de vider l'appartement. Donc ça, c'est une contrainte directe. C'est-à-dire qui vous touche en personne directement. Peut-être la contrainte indirecte, par exemple, quand on est débiteur, le créancier nous demande de régler notre dette, comme nous refusons de lui payer ou bien d'honorer notre échéance, il passe par la procédure de suivi des règlements ou bien de l'injonction à payer. Et donc le juge, comment il va vous contraindre à payer votre dette? Comment? Il va vous obliger à payer cette dette, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'injonction de payer. Il va vous injoncter à payer par la possibilité de saisir des biens de votre propriété. La possibilité de vous faire la saisie sur des biens que vous possédez. Vous voyez, c'est la contrainte indirecte. C'est-à-dire qui ne vous touche pas en personne, mais qui touche votre patrimoine physique, personnel. Est-ce que vous avez saisi les sanctions civiles? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, s'il vous plaît. Vous pouvez m'interrompre à n'importe quel moment. L'essentiel, c'est d'avancer, mais d'avancer ensemble. Ne pas avancer avec une équipe ou bien à semi-équipe. OK? Donc, essayez, s'il vous plaît, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je suis là pour répondre à vos questions, vos éventuelles questions. OK? J'ai pas compris l'exemple de l'annulité. L'annulité, le premier exemple. Je vous donne un autre exemple. OK, je reprends le même exemple